Bonjour, c'est cool, ça marche. Depuis plusieurs années, en tant qu'élu étudiant, on a engagé des discussions pour la mise en place d'un dispositif institutionnel de traitement des violences sexistes et sexuelles à l'ENS de Lyon. Depuis le début de l'année 2021, avec la présidence de l'école, les différents services et les représentants des enseignants et des personnels, nous travaillons donc à l'établissement d'une cellule dite d'action sur les violences sexistes, sexuelles et sur les discriminations. Celle-ci, elle a été mise en place au printemps 2021 et travaille actuellement sur différents dossiers. Elle travaille également en lien avec une autre commission, la commission de prévention, sur la campagne de sensibilisation que vous avez pu voir et sur d'autres actions de prévention et de communication sur le sujet. Donc moi, je m'appelle Léna, je suis élue étudiante au conseil d'administration et du coup, je siège dans cette cellule d'action. Je suis étudiante en sociologie et je vous présente donc Alfred. Donc moi, je suis élu étudiant au CEVE et je suis en master de physique. Et nous allons donc brièvement vous expliquer le fonctionnement de cette cellule avant de passer la parole à l'ensemble de ses membres. Donc cette cellule, elle a pour objectif de s'occuper des différentes situations individuelles. Donc tout d'abord, en lien avec le harcèlement, comme on dit précédemment, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est les façons dont elle peut être saisie, parce qu'elle peut être saisie de différentes manières, anonymement ou non, via plusieurs moyens. Donc il y a un mail, donc qui est écrit ici, donc signalement.violence.discrimination. Donc il y a un mail générique qui est aussi noté sur les brochures qu'on vous a distribuées, ainsi que l'ensemble des informations de contact qu'on va mentionner. Et en plus de ce mail, on peut contacter directement cette cellule via un formulaire en ligne anonymisé sur le site de l'école, ou via les référentes égalité, dont Natacha Portier qui sera présente sur scène dans quelques instants, et une chargée de mission qui est en cours de recrutement et qui arrivera bientôt. Donc le but de cette cellule, c'est avant tout de protéger les différentes personnes impliquées, les protéger vis-à-vis des violences qu'ils pourraient subir, les protéger dans leur continuation de scolarité, les protéger vis-à-vis de l'ensemble des choses qui peuvent se passer. Donc, on est là pour les protéger, mais aussi les accompagner dans les différentes démarches à l'ENS uniquement, tout en leur fournissant la possibilité d'être écoutés à la fois par des membres de la cellule et aussi par des écoutants métiers du service médical de l'école. Donc maintenant, on va vous laisser la parole aux différents membres de la cellule qu'on va appeler sur scène. Donc, dans l'ordre pas forcément, donc Catherine Petit, directrice des ressources humaines, Renaud Samut, directeur des affaires juridiques, donc les référentes égalité, la chargée de mission, donc pour l'instant Natacha Portier, référente égalité. Le service médical, donc Virginie Charentenay et Sandrine Tonadre. Donc le docteur Ledos, qui est aussi dans la cellule d'action, ne peut pas être présente aujourd'hui malheureusement. Et Ludivine Vagnard, référente VSS du CHSCT. Et Marie Cariou, sa suppléante, ne peut pas être là. Et donc nous, tous les deux avec Léna, on est les élus étudiants de la cellule. On est pas dans un fauteuil ? Je commence alors. Donc Catherine Poty DRH. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'effectivement il y a un gros travail de fait là sur l'année 2021 pour la production du plan égalité professionnelle. Donc ça c'est une obligation réglementaire. Donc ce plan vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur l'intranet. Donc il a plusieurs volets. C'était aussi l'occasion vraiment de mettre l'accent justement sur ce sujet de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc ça a été l'occasion de mettre en place cette cellule action avec un travail pluridisciplinaire. Ce qui est important, c'est qu'on a conçu ça aussi avec beaucoup de temps et avec un groupe de travail très représenté de l'ensemble des personnels de l'école, aussi bien des élus étudiants, des élus du personnel que des enseignants, que du personnel BIATS. Donc ça, c'est un point important. On est engagé dans cette démarche. C'est aussi un gros investissement qui a été porté par l'école sur la formation. C'est-à-dire que là, effectivement, vous avez cette journée de formation pour vous. Il y a aussi en parallèle eu des rendez-vous pour les encadrants sur ce sujet. Il y aura prochainement donc des sessions pour les enseignants, donc sur le mois d'octobre,
Après, donc, des sessions pour tous les étudiants et pour tous les personnels. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a vraiment une forte attention qui est portée à ce sujet et qu'on essaie de développer le maximum de sensibilisation et de communication, de formation autour de ça. Donc, c'est aussi pour ça, et je finirai là-dessus, qu'il y a vraiment les deux volets dans cette démarche, à la fois le volet de traitement avec cette cellule action et les membres qui sont là, et la partie prévention qui est extrêmement importante et qui est aussi, comme le disait ce matin Madame Boulineau, un sujet qui doit être porté par tous. Et jamais rester seul avec ce sujet-là, mais toujours venir vers les personnes qui sont citées d'ailleurs comme étant des ressources pour vous aider. Un micro déjà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Renaud Samut, je suis le directeur des affaires juridiques et institutionnelles de l'école. Je suis arrivé donc récemment en mars 2021. Donc, je suis membre également donc, de la cellule action et de la commission de prévention. Voilà, mon rôle au sein de cette cellule action est avant tout, donc, de par mon statut en tout cas de directeur juridique, d'essayer d'apporter une expertise juridique sur les dossiers qui sont examinés au sein de la cellule. Et en dehors en fait de la cellule, la direction juridique intervient concrètement donc, dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les discriminations. Donc, pour vous citer quelques exemples d'actions, voilà, on effectue les signalements donc, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc, qu'est-ce que c'est que cet article, vous allez me dire? Donc, en fait, cet article nous dit que toute autorité constituée, tout officier public et tout fonctionnaire, donc j'insiste bien sur tout fonctionnaire, qui dans l'exercice de ses fonctions donc, a connaissance de faits constitutifs de crimes ou de délits, donc c'est le cas notamment pour les viols, doit saisir donc, le procureur de la République. Donc ça c'est vraiment une obligation et je sais que parmi d'entre vous donc, il y a des personnes qui ont le statut donc, de fonctionnaire stagiaire et qui sont soumis donc, à cette obligation. Le président l'a rappelé lors de la journée d'accueil la semaine dernière. Une autre action donc, menée par la direction juridique, c'est instruire les demandes de protection fonctionnelle donc, que peuvent demander les victimes présumées. Donc, ces mesures, elles peuvent prendre la forme d'une assistance juridique, de prendre en charge les frais d'avocat et également de prendre des mesures conservatoires à l'encontre des agresseurs présumés. Et sur ces mesures conservatoires, donc juste un petit mot, donc on les formalise, la direction juridique les formalise donc, par une décision du président, et elle peut prendre la forme donc, d'une interdiction donc, qui peut être totale ou partielle d'accès aux locaux de l'ENS. Ensuite, une autre action, c'est l'enquête administrative. Donc, lorsqu'il y a des faits qui sont dénoncés et constitutifs de VSS, une enquête administrative est lancée par l'établissement. Donc, elle peut être faite par un binôme, donc DRH direction juridique ou DRH vice-président aux études, en fonction du dossier. Mais l'enquête administrative peut également être externalisée donc, à un prestataire extérieur. Voilà, pour des dossiers qui sont complexes et sensibles. Et on a eu l'occasion donc de recourir à plusieurs reprises à un cabinet extérieur. Et enfin, donc, si l'enquête administrative le détermine, la direction juridique organise donc un conseil de discipline qui va émettre donc un avis sur des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion donc au sein de l'établissement. Donc toutes les mesures que je viens de vous énoncer, elles sont bien sûr mises en œuvre avec l'accord du président. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Natacha Portier, je suis maîtresse de conférences en informatique et vous aurez peut-être l'occasion de m'avoir en cours si vous êtes soit dans le département d'informatique, soit dans celui de mathématiques, soit dans celui de physique. Et je suis aussi référente égalité. Une deuxième référente égalité doit être nommée bientôt et la chargée de mission va arriver le 11 octobre. Ce que je peux ajouter à ce qu'a dit Renaud, c'est à propos du signalement des violences. Ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez avoir envie que certaines personnes ne sachent pas.
Par exemple, si vous m'avez comme enseignante, je prends donc mon cas, et donc ça vous gêne parce que voilà, je suis votre enseignante et que c'est pas à moi que vous voulez parler. Il faut savoir que donc il y a cette adresse de signalement d'une violence, mais vous pouvez aussi vous adresser directement à n'importe laquelle des personnes qui sont dans cette cellule action, en demandant explicitement à ce que certaines personnes ne soient pas au courant. Et bien sûr, on tiendra compte de ça et on le fera. Et dans ce cas-là, les personnes de la cellule dont vous ne voulez pas qu'elles soient au courant ne participeront pas à l'instruction du dossier, à tout, aux discussions, etc. Donc ça, je pense que c'est important à savoir parce que selon d'où vous venez, quel est votre statut, etc., vous pouvez avoir envie de parler d'abord à un petit nombre de personnes et pas directement à l'ensemble des personnes qui sont ici. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, je l'ai dit déjà à la journée de rentrée, mais on s'occupe aussi du changement de prénom pour les gens qui veulent changer leur prénom d'usage. Donc il y a une adresse spécifique, mais encore une fois, vous pouvez écrire à une des autres adresses ou à l'un d'entre nous et on vous dira quelle est la personne concernée. Et c'est une procédure qui est assez efficace. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas même à vous renseigner. Bonjour à tous. Donc moi je suis Virginie de Charentenay. Je me suis également déjà présentée lors de la rentrée et je vais vous redire à peu près la même chose. Je suis infirmière et comme ma collègue qui va se présenter après moi, on vous propose à chacune d'entre vous, un espace d'écoute confidentiel. Voilà, on est soumise au secret professionnel. Et quelles que soient vos difficultés, et notamment dans le cas où vous souffriez du fait de violences sexistes et sexuelles, vous pouvez vous adresser à nous. Alors avec l'adresse service.medical@ens-lyon.fr. Voilà, on vous reçoit rapidement, on vous écoute et on met ce qu'on peut en œuvre pour vous aider. Bonjour à tous, je suis Sandrine Tonadre, je suis infirmière comme Virginie. On travaille ensemble, moi je suis située non loin d'ici, au service médical du site Mono. Voilà, et je rappelle, comme vous l'a dit Virginie, qu'on est strictement soumise au secret médical et qu'on vous recevra dans un espace de confidentialité au service médical pour vous écouter lorsque vous rencontrez des difficultés. Voilà, vous pouvez nous trouver tous les jours. Avec Virginie, nous sommes présents tous les jours. Et puis joignables plus facilement peut-être par mail en première intention sur la boîte mail du service médical. Puisqu'à ce moment-là, c'est une des 3 infirmières, parce qu'il y a aussi une 3e infirmière qui s'occupe plus du personnel, qui réceptionnera votre message. N'hésitez pas à nous joindre. On est là pour répondre à vos besoins et à faire en sorte de vous orienter le mieux possible pour vous aider. Évidemment, nous travaillons en lien avec toutes les personnes qui sont, qui sont sur l'estrade et dans le même sens. Voilà. Bonjour, alors moi je suis Ludivine Vagneur, donc je fais partie de la cellule Action. J'y suis au titre de référente sur les violences sexuelles et sexistes au sein du CHSCT. Donc je suis représentante élue des personnels. Voilà, donc je suis également bibliothécaire, donc je suis amenée à travailler à la fois à la bibliothèque Descartes et dans la future bibliothèque Mono qui devrait rouvrir sous peu. Voilà, donc on sera amené à se croiser probablement également dans ces lieux. J'ai pas d'autres choses à rajouter qui n'ont déjà été dites par les personnes sur l'estrade. Et du coup, en dehors des membres de cette cellule d'action, on voulait aussi mentionner le fait qu'il existe d'autres interlocutrices. En l'occurrence, on peut vous présenter donc Emma des Salopettes, si tu veux bien monter sur scène. Alex pour Arc-en-Ciel. Et Alban pour le pôle prévention du BDE. Bonjour à tous, je suis Emma, de la présidente des Salopettes.
en M2 lettres modernes. Et je tenais à vous dire que les Salopettes disposent d'un pôle VSS que nous avons créé l'année dernière. Donc, évidemment, toutes ces personnes présentes sur l'estrade sont vos référents et vos référentes en cas de problème. Mais si vous avez besoin de vous adresser à un ou une étudiante que vous connaissez et en qui vous avez confiance, il est possible de passer par nous, donc par moi ou par mes collègues Salopettes au premier rang. Et ils nous feront remonter vos besoins à ces personnes-là. Donc voilà, c'est juste que si vous avez besoin d'être un peu plus en confiance ou si vous nous connaissez déjà, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, je tiens également à vous dire que nous sommes en lien avec une avocate de droit pénal et une avocate de droit administratif qui pourrait vous aider pour vos démarches éventuelles. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là. Et nous disposons également d'une liste de psy et de gynécologues safe sur Lyon. Donc si vous avez besoin d'un praticien ou d'une praticienne de santé, vous pouvez nous contacter et nous vous fournirons cette liste. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Alex pour l'association Arc-en-Ciel. Je viens de terminer mon M2 de géologie à l'ENS. Donc je voulais rajouter à tout ce qu'a dit Emma que l'association Arc-en-Ciel s'occupe en particulier des problématiques qui touchent les personnes LGBT. Donc si vous souffrez de discrimination, d'un traitement quelconque qui est lié à votre identité de genre ou votre sexualité, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Nous, on vous mettra en relation avec les interlocuteurs pertinents de l'établissement. Si vous avez besoin d'être accompagné dans des démarches, on sera là à vos côtés. Et un dernier point, c'est qu'on organise, justement pour éviter ce genre de situation, des événements pédagogiques ouverts à tous pour découvrir ces questions LGBT sur lesquelles vous avez peut-être des questions. On a des événements où vous pouvez prendre la parole et poser vos questions et on y répondra pour instaurer un climat dans l'établissement qui soit bénéfique à tous. On va potentiellement aussi cette année organiser des événements non mixtes, notamment à destination des lesbiennes ou à des groupes LGBT pour avoir des groupes de parole un petit peu plus fermés où vous pouvez vous sentir en confiance. Merci. Bonjour, donc moi je suis Alban, je suis la représentante du BDE et du nouveau pôle de prévention, qui a été créé tout récemment par le mandat 2021-2022. Alors c'est un pôle assez récent, donc il est encore en chantier, mais globalement on s'est fixé 3 missions qui ont déjà été citées ici. Tout d'abord une mission de prévention, de diffusion d'informations et d'affichage d'informations pour sensibiliser aux bonnes pratiques en cas de violences sexistes et sexuelles ou de discrimination. Ensuite, plus largement, le pôle de prévention est censé se charger de tout ce qui est de la gestion du bien-être mental et physique des étudiants et des étudiantes de l'ENS. Donc, dans cette situation, on vous mettra en relation, si vous le souhaitez, avec les organismes et les ressources internes de l'ENS, comme par exemple le service médical ou des ressources externes, donc c'est ce qui est prévu. Et puis, de manière plus ponctuelle, on va mettre en place un système de vigilance aussi au cours des événements organisés par le BDE au sein du campus. Et ce système de vigilance sera très concret puisque les membres du BDE, du bureau du BDE, vont suivre des formations pour adopter les bonnes pratiques en cas de VSS. Et l'idée, du coup, c'est de mettre en place un système de bonnes pratiques au sein du campus et au sein du BDE, puisqu'il était temps aussi qu'on s'attaque à la question. Si ça marche. Donc là, sur le principe théoriquement d'une table ronde qui ressemble plutôt à un ovale à moitié avec une toute petite table rectangulaire au milieu, si vous avez n'importe quelle question, on a Clément là qui est prêt à courir vers vous avec un micro. Donc n'hésitez pas. N'importe quelle question, il n'y en a aucune qui sera bête et ensuite on vous lâchera pour que vous puissiez aller manger. Bonjour. Moi, c'était une question par rapport à l'intervention d'avant sur le statut de témoin. Par exemple, la personne qui va écouter la victime, est-ce qu'elle a un statut de témoin ou alors c'est quel statut cette personne? Et du coup, le témoin, est-ce que c'est uniquement quelqu'un qui voit de manière visuelle ou auditive?
Alors le statut de témoin, on peut le saisir à deux sens. En fait, on peut le prendre avec un témoin direct, en effet, d'une scène qui se passe dans une soirée, dans les couloirs, dans l'établissement, ça marche. Et en fait, on reprend la qualification de témoin parce que c'est celle qui est utilisée dans les procédures disciplinaires. Alors, pour faire un topo rapide qu'on n'a pas eu le temps de faire tout à l'heure, je saute sur l'occasion. En fait, dans les procédures disciplinaires, ce qu'il faut savoir, ce qui est un de nos gros combats, nous, au Clash, c'est que la victime n'a aucune prise en charge particulière dans cette procédure, c'est-à-dire qu'elle a elle-même le qualificatif de témoin. Donc elle est, pour donner l'idée générale, c'est qu'une administration n'a pas du tout à tenir au courant une victime de ce qui se passe au niveau de la procédure, et que donc une fois que la victime a donné son témoignage dans un cas de violence sexiste et sexuelle, elle est complètement dépossédée de son témoignage, et en tout cas on n'a pas à la tenir au courant. Donc c'est aussi pour ça qu'on utilise ce qualificatif de témoin, et avec donc le témoin direct, mais ça peut aussi être un témoin indirect où la victime est venue se confier à lui ou elle, et en fait cette personne peut aussi témoigner dans le cadre de procédures disciplinaires simplement en disant voilà, j'atteste que tel jour Madame X est venue me parler de sa situation, que tel jour j'ai remarqué que elle est arrivée en cours, elle m'a expliqué qu'en fait elle n'avait pas du tout dormi la veille parce que la veille elle avait eu un entretien, nanana. En fait tout ça c'est un moyen en fait d'appuyer le témoignage de la victime avec toujours cette technique du faisceau d'indices concordants, c'est-à-dire en insistant sur le fait que en fait, la technique de faisceau d'indices concordants, elle est aussi là pour complètement limiter au maximum l'accusation de faux témoignage. Parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et en fait, c'est aussi le récit circonstancié dont on parlait tout à l'heure Alice, c'est aussi un moyen de reprendre tout ce qui s'est passé et qu'à un moment donné, quand on a l'ensemble de la chronologie, que l'accusation de « non mais elle a tout inventé » ne puisse plus tenir. Donc il y a aussi le fait de dire est-ce que ça te dérange pas de témoigner pour dire que je t'en ai parlé le lendemain de ce qui s'est passé. Ça peut aussi être un moyen de dire en fait elle en a aussi parlé autour d'elle, c'est pas juste quelque chose qui est sorti de son imaginaire comme on pourrait avoir tendance à l'entendre dans les cas de témoignages de violences sexistes et sexuelles. Pour ce qui est de l'article 40 du Code de procédure pénale, comment ça se passe concrètement pour saisir le procureur de la République, puisque je l'entends, mais je ne sais pas comment faire déjà et comment ça se passe. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez répéter la question parce que j'ai vraiment pas tout entendu. Donc, pour ce qui est donc de l'article 40 du Code de procédure pénale, pour les fonctionnaires, donc lorsqu'on est témoin d'un crime ou d'un délit, on est censé saisir le procureur de la République. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors voilà, donc je reformule, c'est comment est-ce que vous saisissez le procureur? Alors en fait, c'est faire un courrier adressé donc au procureur de la République de Lyon, qui en détaillant en fait les faits concernant la situation et les personnes concernées, l'agresseur présumé. Donc il faut vraiment faire un signalement de manière anonyme ne sert à rien, si je puis dire, parce qu'en fait les officiers de police ont besoin des noms des personnes pour pouvoir les contacter. Et la suite logique est de déposer plainte en fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est par courrier en fait. Alors je vais me permettre juste d'intervenir sur cette question. On a un point de vue qui est assez différent à l'association du Clash concernant l'article 40 du Code de procédure pénale. En fait, on est en tant qu'association assez réticente à son utilisation. Parce qu'en fait, comme le disait monsieur, il y a normalement, quand on déclare, quand on utilise, en tout cas, on écrit au procureur de la République, on est censé mentionner donc le nom des personnes qui sont concernées.
Et en fait, parfois, ça va du coup à l'encontre de ce que souhaite la victime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la victime, elle va peut-être se confier ici à la cellule d'action de l'ENS, et elle va peut-être juste envie qu'il ne se passe pas grand-chose, parce qu'en fait, elle est encore en études, qu'elle n'a pas envie de se retrouver confrontée à ce genre de procédure tout de suite, peut-être même jamais. D'ailleurs, en fait, nous, on pense que ça doit revenir à la victime de prendre cette décision, et que la mettre face à un moment donné que le procureur de la République soit au courant, ça veut dire que ça va entraîner des démarches, qu'à un moment donné, elle peut être amenée à devoir témoigner ou être auditionnée, et qu'en fait, peut-être qu'elle n'en a pas envie, peut-être qu'elle va du coup ne pas y aller, que du coup, la plainte va être classée sans suite, sauf que si 2 ans après, elle veut porter plainte, et ben derrière, on lui dira, bah ouais, mais la dernière fois, vous n'êtes pas venu en fait. Et donc ça peut aussi décrédibiliser, elle, son témoignage a posteriori quand elle veut témoigner plus tard. Donc en fait, on est assez limité, faut savoir aussi on est assez mitigé, il faut savoir aussi que l'article 40 du Code de procédure pénale, il oblige le fonctionnaire donc, à dire si une situation lui est revenue et est problématique, sauf qu'il n'y a pas de sanction derrière si ça n'a pas été fait. Donc les conséquences sont assez limitées si jamais ça n'a pas été fait. Donc voilà, nous on a un rapport qui est beaucoup plus mitigé avec cet article 40 qui découvre une nouvelle célébrité depuis qu'il y a aussi des articles sur les violences sexistes et sexuelles qui sortent dans les journaux. C'était quelque chose qu'on entendait beaucoup moins il y a de ça 6 mois, 1 an. Donc voilà, nous on tient aussi à un peu à être un peu plus mitigé sur son utilisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir terminer, à moins que... Non, c'est bon. Et dans tous les cas, vous pouvez contacter du coup les personnes qui sont intervenues si vous avez des questions a posteriori. Merci beaucoup.